Oui, c'est dommage, d'autant plus que le Bénin a l'habitude d'avoir des élections inclusives où l'opposition et la mouvance présidentielle s'opposent et c'est le peuple souverain qui, en dernier ressort, choisit ses gouvernants. D'autant plus que notre constitution prévoit que c'est le peuple qui est souverain et qu'il exerce cette souveraineté par ses représentants élus ou directement par le biais du référendum. Comme vous le savez, le Bénin a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme, de même que le pacte international des droits civils et politiques, qui précise dans leurs dispositions respectives que tout citoyen a le droit de participer à la gestion des affaires publiques, soit directement, soit par ses représentants élus. Et par conséquent, pour éviter des tensions, le Bénin avait la tradition d'avoir des élections inclusives, d'autant plus qu'à l'époque, la Sénat était composée paritairement de 2 représentants de la majorité présidentielle et de 2 représentants de l'opposition, avec des membres de droit, que sont le directeur de l'Institut national des statistiques et de l'analyse économique et le directeur de l'État civil. Et de la même manière, avant les réformes de 2019, le Parlement était représenté dans chaque bureau de vote par 2 observateurs, l'un désigné par l'opposition, l'autre désigné par la majorité. Ce qui fait que les élections au Bénin ne donnaient pas lieu à des manifestations de violence ou à des contestations intempestives. C'est cette tradition qui est en train d'être rompue par l'instauration, en réalité, du parrainage dans ces conditions-là, puisque d'autres pays font le parrainage. Si pour la France, par exemple, c'est le parrainage qui est prévu. Mais les différentes forces politiques sont représentées au Parlement. Au Sénégal, ce n'est pas les députés qui sont les parrains, mais c'est un pourcentage de la population dans un certain nombre de circonscriptions. Il en est de même de la Côte d'Ivoire. Or, le Bénin a la particularité non seulement d'avoir un parrainage fermé, mais d'avoir encore un cautionnement de près de 50 millions pour candidats. Ce qui fait qu'en réalité, on peut se demander si c'est encore le peuple qui est souverain ou ce ne sont pas les riches qui sont en réalité les gouvernants de notre pays. Donc c'est quand même un problème, le parrainage. Ça peut être source de tensions inutiles, comme nous l'avons constaté lors des élections législatives de 2019, où l'opposition n'était pas du tout représentée. Et pour la première fois, les élections au Bénin ont été suivies de violences avec des morts, ce qui est regrettable pour la qualité de notre démocratie. Je suis un peu étonné par la décision de la Cour constitutionnelle, mais ça peut se comprendre quand on ne connaît pas l'histoire de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a été instaurée comme organe régulateur du fonctionnement et de l'activité des pouvoirs publics parce que jusqu'en 1972, les conflits entre les organes politiques étaient tranchés par l'armée. De la même manière, il y avait depuis 1972 jusqu'à la conférence nationale de 1990 des violations massives des droits humains. Voilà pourquoi dans la Constitution, lors de la conférence nationale, il est prévu une Cour constitutionnelle qui est un organe régulateur, mais qui a la chance de 1993 à 2018 d'avoir en son sein soit des constitutionnalistes, soit des membres qui ont assisté à la conférence nationale ou qui ont participé à la rédaction de la Constitution et qui sont bien imprégnés de l'esprit de la Constitution. Aujourd'hui, il n'y a ni constitutionnaliste, ni ancien délégué à la conférence nationale au sein de cette Cour constitutionnelle. Et la Cour ayant donné son accord de conformité de la révision à la Constitution aura du mal à revenir sur sa décision. Elle serait en contradiction avec elle-même. Mais est-ce que cette révision était conforme à la Constitution? Je pense qu'on peut se poser la question. D'abord, il y a un vice de procédure dans la mesure où on ne peut pas procéder à la révision d'une Constitution par la procédure d'urgence, qui n'est autorisée que pour les lois ordinaires, même pas pour les lois organiques. Or, la Constitution est supérieure à la loi organique. De la même manière, depuis 2006, après une révision intempestive, 2007, après une révision intempestive de la Constitution pour proroger le mandat des députés, le juge président de la Cour constitutionnelle a bien spécifié que même si la Constitution a prévu les modalités de sa révision, il faut nécessairement le consensus, un principe à valeur constitutionnelle, participant du bloc de constitutionnalité. Or,
le Parlement qui a révisé cette constitution est un Parlement monocolore. Si encore on était allé au référendum, on pourrait dire que c'est le peuple souverain lui-même, de façon solennelle, qui s'est directement prononcé. Dans ces conditions, le juge constitutionnel ne peut pas remettre en cause la décision prise par le peuple souverain. Mais lorsque cette décision est prise par les représentants du peuple, à savoir le pouvoir souverain, le pouvoir constituant dérivé, dans la tradition du Bénin, comme ça a été le cas en 2007, on peut apprécier la qualité de cette décision, d'autant plus que c'est le peuple souverain lui-même, à travers la Constitution, qui soumet ces tests à l'appréciation de la Cour constitutionnelle, ce qui amène à dire que la loi n'est l'expression de la volonté générale que pour autant qu'elle est déclarée conforme à la Constitution par le juge constitutionnel. Enfin, étant donné que la mise en œuvre en l'état actuel des choses du parrainage entraîne des élections exclusives, ce qui est contraire à l'esprit de la Constitution qui prévoit une démocratie pluraliste et un état de droit, aurait amené la Cour à constater l'inapplicabilité à l'état actuel de cette exigence de parrainage et mettre de côté pour les élections 2021 en attendant que les conditions ne soient réunies pour avoir des élections inclusives. Parce que le plus important, c'est la qualité de l'élection qui permet de garantir la stabilité des institutions de la République et la paix sociale. Je voudrais rappeler qu'il s'agit du constituant dérivé et non pas du constituant originaire. Je voudrais vous rappeler que lorsque les députés ont modifié la Constitution pour proroger leur mandat, porter le mandat de 4 ans à 5 ans, la Cour constitutionnelle en 2007 ne s'est pas déclarée incompétente pour l'apprécier et déclarer cette révision contraire à la Constitution. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un précédent dans notre doctrine jurisprudentielle en la capacité du juge constitutionnel béninois, même si ce n'est pas le cas au Sénégal ni en France, mais du juge constitutionnel béninois à apprécier toute révision opérée par la voie parlementaire. L'exception n'est admise que pour la voie référendaire. Et par conséquent, le juge ne pouvait pas se déclarer incompétent. D'autant plus que le président a prêté en 2016 le serment de respecter la Constitution, de la défendre, et cette Constitution prévoit que son mandat, en réalité, devait commencer le 1er avril. C'est écrit dans la Constitution. Et si le mandat commence désormais le 6 avril, c'est dû à des circonstances exceptionnelles. En 1991, le président Soglo, étant malade, n'a pu prêter serment que le 4 avril. En 1996, le président Kérékou, paix à son âme, a prêté serment le 4 avril, mais il a omis une formule des membres de nos ancêtres. La Cour saisie a annulé le serment qui a dû reprendre le 6 avril. Ce qui fait que désormais le mandat commence le 6 avril. Le président qui est élu sur la base de cette constitution doit finir son mandat en principe le 5 avril à minuit. Maintenant, comme il y a une révision, même si elle est controversée, elle existe. Maintenant qu'il y a une révision en 2019, le président qui sera élu en 2021 va prêter serment sur cette constitution révisée. Et lui, maintenant, il pourra finir son mandat au mois de mai. Mais, de mon point de vue en tant que juriste, cette disposition ne peut pas avoir un effet rétroactif par rapport au mandat du président en exercice, d'autant plus qu'il n'a pas prêté serment sur une constitution qui prévoit que son mandat allait au-delà du 6 avril. La Cour constitutionnelle aurait dû rétablir la réalité des faits, puisque c'est la Cour qui est garante du respect de la Constitution. Or, la Constitution prévoit bel et bien que le chef de l'État doit respecter la Constitution, doit défendre la Constitution, et qu'en cas de parjure, il subisse les rigueurs de la loi. C'est bien la formule de la Constitution. Et par conséquent, la Cour doit le rappeler au respect de cette exigence. Et c'était une tradition dans notre pays que la Cour rappelle les autorités, les gouvernants au respect de la Constitution. C'est la mission que le peuple souverain a confiée à la Cour constitutionnelle, qui doit faire preuve de neutralité et d'impartialité en la jusqu'au devoir de gratitude pour garantir la paix sociale, la légitimité des gouvernants et la stabilité des institutions. C'est sa mission. Je voudrais rappeler que ayant été membre du présidium de la conférence nationale, membre du Haut Conseil du bureau du Haut Conseil de la République, qui était le Parlement de transition, au moment où nous élaborions les lois électorales et l'achat des partis politiques, notre souci était
d'éviter que l'administration interfère dans la création ou la dissolution des partis politiques. Il faut que les partis se créent librement, quitte aux juges judiciaires, lorsqu'il y a des violations de la loi, de décider de la dissolution. Le code électoral ou la nouvelle loi sur les partis politiques a été interprétée par la Cour constitutionnelle qui exige, avant qu'un parti ne soit reconnu, la délivrance d'un récépissé administratif par le ministère de l'Intérieur, ce qui remet le gouvernement dans le processus de création d'un parti politique, à la différence de ce qui avait été rejeté au lendemain de la conférence nationale. Le gouvernement peut donner ce récépissé au gré de ses intérêts, puisqu'il ne peut pas avoir, il n'y a pas un tel contrôle. La preuve, pour certains, on estime que c'est des délits mineurs, pour d'autres, on estime que c'est des délits majeurs. On refuse des récépissés parce qu'il y a une virgule qui est mal placée quelque part. Je trouve que cela n'est pas sérieux. C'est le peuple qui doit décider de qui peut effectivement parler à son nom. Les élections, on dit généralement qu'il y a une étude de parti politique sur le papier. Mais en réalité, au Parlement, il n'y a pas plus de 10 partis effectivement représentés. Il y a des partis qui existent de nom, qui ont disparu, mais leur nom existe toujours au ministère de l'Intérieur. Il y a des partis qui existent et qui n'ont jamais participé à une élection. Une disposition qui prévoit, par exemple, qu'un parti politique qui ne participe pas à une élection, à 2 ou 3 élections, et disparaît, est, à mon avis, plus utile que de dire qu'il faut nécessairement le récépissé qui se donne de façon parcellaire et selon les intérêts des gouvernants du moment, ce qui ne permet plus de garantir l'égalité des citoyens devant la loi. Ça pose un problème de mon point de vue, ce système partisan. Maintenant, on dit que ce système permet de n'avoir actuellement qu'une dizaine ou 14 partis politiques, alors que la vie politique réelle montre que ne fonctionne ou n'existe réellement, ne anime régulièrement la vie politique, ne se réunissent régulièrement en congrès, non des élus, qu'à peine une dizaine de partis politiques. Parce que pour être parti politique, il faut d'abord savoir ce que c'est. Il faut savoir quelles sont les conditions. C'est un regroupement d'hommes et de femmes ayant en commun un projet, la conquête, l'exercice ou l'influence du pouvoir. Mais ce parti doit animer la vie politique. Ce parti doit nécessairement avoir des élus. Ce parti doit être représenté sur l'ensemble du territoire national. Ce parti doit tenir régulièrement ses congrès. Combien de partis respectent cette exigence? On regarde cette disposition qu'on peut déjà constater que la vie politique n'est contrôlée ou n'est animée que par quelques partis et non pas les 200 qu'on nous sort très souvent, alors que ces partis n'ont plus d'existence réelle depuis des années. Je pense que là également, il y a un problème, d'autant plus que c'est le ministère de l'Intérieur qui devient le maître du jeu, alors que c'est dans un état de droit, c'est le juge qui devait être le censeur de ces différentes dérives. Je crois que tout un chacun peut observer la situation. Je voudrais rappeler en ce qui me concerne que quand le président Talon s'était réfugié en France, il lui aurait été refusé son passeport, un recours a été introduit au niveau de la Cour constitutionnelle que je présidais. Nous avons pris notre décision en rappelant qu'il doit bénéficier de son passeport. Dans le cas des mesures d'inscription, le directeur de l'immigration nous a répondu que non, son passeport est disponible, c'est à l'intéressé de venir le chercher. Et à l'époque, son avocat, Maître Kenome Séverin, l'actuel garde des Sceaux. Nous avons notifié cette décision à l'intéressé qui a fait retirer son passeport pour montrer que la Cour constitutionnelle doit veiller au respect des libertés publiques et des droits fondamentaux. Or, avoir un passeport est un droit fondamental aux citoyens puisqu'il doit pouvoir aller et venir. Mais sans passeport, il ne peut pas sortir du territoire, il ne peut pas jouir de cette liberté d'aller et de venir. Aujourd'hui, les gens sont contraints non seulement à l'exil pour des raisons que je ne voudrais pas apprécier, mais il est même interdit de leur délivrer des actes administratifs, ce qui quand même pose problème dans un état de droit. Or, je n'ai pas d'autre appréciation que celle que le candidat Talon a eu à faire, je crois en mars 2016, dans son débat du second tour entre lui et son challenger, Lionel Zinsou, lorsqu'il rappelait qu'un État qui ne respecte pas les décisions de justice est un État voyou. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le candidat qui l'a dit. Voilà le seul commentaire que je voulais faire.
C'est dommage, mais il ne faut jamais désespérer. La démocratie n'est pas irréversible, n'est pas un long fleuve tranquille. Vous avez pu observer que bien qu'ayant noué avec la démocratie depuis 1796, les États-Unis vivent aujourd'hui une situation qui fait trembler le temple de la démocratie. Mais les institutions fortes de ce pays permettent de rétablir, de remettre la démocratie sur les rails. Espérons que nous ayons des institutions fortes aussi qui arrivent à obliger les gouvernants à remettre la démocratie sur les rails, parce que le développement ne se conçoit pas sans la prise en compte de la dignité de la personne humaine, et seule la démocratie permet de garantir cette dignité à travers sa liberté, à travers la justice, à travers la prospérité collective. Il ne faudrait pas généraliser. D'abord, seuls les pays francophones ont ce genre de situation. Quand vous prenez les pays anglophones, à l'exception de l'Ouganda, un peu du Zimbabwe, mais c'est déjà réglé, et de la Gambie du temps de Yahya Jammeh, tous ces pays non seulement ont prévu la limitation des mandats, mais respectent la limitation des mandats, que ce soit au Kenya, au Malawi, et même en Afrique du Sud, qui n'a pas prévu dans sa constitution la limitation des mandats. Mais Nelson Mandela a fait un seul mandat, il est parti. Thabo Mbeki est venu, il n'a pas fait plus de 2 mandats, même si c'est Jacob Zuma devenu président de l'ANC qui l'a poussé à la porte de sortie. Jacob Zuma en a fait également 2. Il est parti. Il faudrait rappeler que c'est d'abord une question de volonté politique, la limitation, le respect de la limitation des mandats, ou le refus d'en faire un mandat de trop, puisque notre constitution prévoit qu'il faut éviter la confiscation du pouvoir ou le pouvoir personnel. Quand vous prenez le cas des États-Unis, leur constitution de 1787 ne prévoyait pas la limitation des mandats. Mais le premier président, George Washington, a fait 2 mandats, il est parti. Et ce devait être suivi par tous ses successeurs, sauf Roosevelt, qui a eu un mandat, je crois, en 1932, 36, 40, 44, parce qu'on ne change pas un capitaine en pleine tempête. Il y avait la Deuxième Guerre mondiale. Mais il n'a pas fini son 4e mandat, mais immédiatement, en 1947, il y a eu le 22e amendement qui inscrit désormais dans la Constitution la limitation à 2 du nombre de mandats. Quand vous prenez les pays de la CEDEAO, tous sont anglophones et francophones, il était prévu un protocole pour garantir la limitation des mandats. Seuls 2 pays s'y étaient opposés, le Togo et la Gambie. Le Togo, sous la pression populaire, a fini par reculer en rétablissant la limitation des mandats tel que ça avait été le cas au lendemain de leur conférence nationale. La Gambie, avec le départ de Yahya Jammeh, on avait pensé qu'ils iraient dans ce sens. Telle avait été la promesse qui a été faite. Malheureusement, le Parlement a rejeté pour le moment la proposition de limitation des mandats. Ce qui fait que c'est les pays de l'Afrique centrale qui donnent l'exemple du non-respect de la limitation des mandats ou d'inexistence de limitation des mandats. Que vous prenez le Cameroun, le Gabon, le Congo et le Tchad, ils sont des modèles du non-respect de la limitation des mandats. Et je suis étonné qu'on dit, parce que la Constitution est révisée, on a créé une nouvelle Constitution, on remet les compteurs à 0. D'abord, on a une nouvelle Constitution que dans des situations particulières. Soit parce qu'il y a rupture de la légitimité, triomphe d'une nouvelle idée de droit à travers une révolution, à travers un coup d'État, à travers une conférence nationale, soit à la naissance d'un nouvel État. Un nouvel État qui naît d'une sécession ou d'une décolonisation, se dote d'une nouvelle constitution. Le reste, c'est une révision de la constitution. Et la révision ne peut pas remettre en cause la limitation des mandats. Beaucoup de constitutions le prévoient. Et le Niger en a donné un exemple du temps de Tandia, où la Cour s'est opposée à cette révision opportuniste de la Constitution par Tandia pour proroger son mandat. Ce qu'on oublie souvent de dire, le mandat n'est pas lié au nombre de constitutions, mais le mandat est lié à la personne qui exerce le mandat. Et cette personne ne change pas avec la Constitution, étant donné qu'il a déjà fait un mandat, même si sur la Constitution, sa personne n'ayant pas changé, son 2e mandat est la fin de cette limitation. Parce que lorsque les citoyens n'ont pas la possibilité d'avoir l'alternance par les unes, ils recourent à la violence, mettant en œuvre la formule de Mao Tse-tung, le pouvoir est au bout du fusil. Or, c'est pour éviter cette violence, c'est pour éviter cette conquête illégale du pouvoir que, dans la plupart de nos pays, il est prévu la limitation des mandats
Parce que l'Irak en Afrique, à moins d'être le Bénin du temps de Kérékou et de Soglo, à moins d'être ces deux-là, l'Irak en Afrique, un président candidat à sa propre situation perd des élections. Il sera toujours pour les gagner. Voilà pourquoi, pour la préservation de la paix, il est utile que le respect de la limitation soit respecté. Vous voyez la situation qui trouve actuellement en Guinée et en Côte d'Ivoire, parce que on n'a pas respecté la limitation des mandats. Ils sont obligés aujourd'hui en Côte d'Ivoire de rechercher les mécanismes de réconciliation nationale. Vous avez vu également que lorsque le président Blaise Compaoré n'a pas voulu respecter la limitation des mandats, c'est pas la force qu'il a été éjecté du pouvoir. C'est des situations qui ne n'honorent pas notre démocratie.